Bien, bonjour à tous. Nous allons commencer cette présentation. Donc, je vous remercie tous et toutes de nous avoir rejoints sur ce petit webinaire consacré à la réalité virtuelle dans le cadre des risques professionnels. Ce que je vous propose, c'est d'utiliser l'interface de GoWebinar. C'est le petit logiciel que vous avez installé pour nous rejoindre et que vous devez avoir sur la droite de votre écran. Pour me faire déjà les remonter, si jamais vous rencontrez des problèmes techniques, s'il y a des problèmes de son, d'image ou quoi que ce soit, ça me permettra d'y répondre le plus vite possible. Cette présentation va commencer. Ce que je vous propose, ça va être de traiter les points suivants. Je vais commencer par vous présenter 2J-Process, notre société. Ça va vous permettre, pour ceux qui ne nous connaissent pas, de cerner un peu plus notre activité. Après ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais déjà vous proposer de défricher un petit peu ce qu'est le monde de la réalité virtuelle pour essayer de faire une mise à niveau pour ceux qui ne seraient pas encore à l'aise avec ni la terminologie ni cet univers. Donc on va voir les différentes modalités, un petit peu voir aussi les modules les différents types de modules de réalité virtuelle que nous réalisons. Suite à ça, nous pourrons enchaîner avec la pertinence en fait de la réalité virtuelle dans le cadre de vos formations ou de vos modules de prévention. Qu'est-ce que ça apporte? Ensuite, on rentrera un peu plus dans le concret en détaillant un petit peu les étapes de production de ces modules, comment nous vous accompagnons dans le cadre de la création d'un module en réalité virtuelle et comment nous concevons, ou plutôt nous co-concevons ces modules avec vous. On enchaînera ensuite sur quelques exemples des cas pratiques, en fait, des exemples de traitements que nous avons réalisés en réalité virtuelle pour le compte d'un certain nombre de clients. Et ensuite, je serai disponible pour répondre à vos questions si vous en avez. Donc pour ça, vous avez pareil sur le côté droit de votre écran, enfin si vous avez mis la petite fenêtre sur le côté droit, vous avez un onglet qui est destiné aux différentes questions. Ce que je vous propose, c'est de les poser au fur et à mesure de la présentation, qu'elles vous viennent, et je les traiterai à la fin, voilà, toutes dans leur ordre d'arrivée. Voilà pour ça. Je vais donc rebasculer sur ma présentation et je vous propose donc de commencer. Alors tout d'abord, 2J-Process. 2J-Process, nous sommes concepteurs, créateurs de services pédagogiques digitaux pour la santé et la sécurité au travail. Nous exerçons ce métier depuis un certain nombre d'années maintenant, puisque 2J-Process a été créé en 1996. Nous sommes basés sur Aix-en-Provence et nous sommes forts d'une équipe de plus de 20 personnes. Nous sommes actuellement 26. Nous intégrons en interne toute la chaîne de production, de la phase de conception jusqu'à la phase de développement, c'est-à-dire que nous faisons appel à aucun sous-traitant. Tout est géré en interne. Et nous proposons tout un panel de dispositifs et de solutions, que ce soit des e-learning, des multimédias, des vidéos, que ce soit 2D, 3D, motion design, toute une partie print aussi, du serious game, des applications mobiles et aussi, donc depuis quelques années maintenant, des solutions en réalité virtuelle, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Quelques lauriers. Nous avons été distingués pendant les dernières années de différents prix. Donc que ce soit à Préventica pour justement la présentation d'un logiciel de santé connectée. Nous avons été présents à Viva Technologies 2017 et 2018 en compagnie de Manpower. En fait, c'était une co-présentation d'un dispositif réalité virtuelle. J'aurai le plaisir de vous présenter un peu plus loin dans la présentation d'ailleurs. Et cette année, nous avons été présents au CES de Las Vegas, là encore pour présenter nos solutions VR. On a été rattachés à la French Tech du CES.
Nos références, eh ben, nous travaillons donc depuis tout ce temps avec un grand nombre de clients prestigieux. En voici quelques exemples. Peut-être que vous vous reconnaîtrez dedans. DigiProcess, à ce jour, c'est plus de 200 000 nouveaux entrants formés à l'aide de nos produits, quels qu'ils soient. Voilà un petit peu pour vous présenter notre société. La réalité virtuelle, rentrons dans le vif du sujet. Je vais commencer par dégrossir un petit peu ce qu'est la réalité virtuelle et comment on en est venu à la réalité virtuelle. Donc, nos produits réalité virtuelle chez DigiProcess sont généralement des serious games. Et qu'est-ce qu'un serious game? Un serious game, pour faire ça assez court, c'est une méthode de gamification en fait d'un support de formation ou de prévention. C'est-à-dire que nous faisons un condensé, une espèce d'alchimie entre tous les codes que nous pouvons trouver dans les jeux vidéo, que nous adaptons à nos discours et au support prévention et sécurité de nos clients. C'est cette alchimie en fait qui va nous permettre de créer un serious game, c'est-à-dire permettre à l'apprenant d'apprendre par le jeu. Ça, c'est une notion importante, j'y reviendrai après. Ça nous permet de traiter différents points, la sécurité, de la prévention, mais aussi de la formation. Donc ces serious games, nous y travaillons dessus depuis un certain nombre d'années maintenant. Et un petit nouveau est apparu dans la cour il y a à peu près 2 ans. Ça a été les dispositifs de réalité virtuelle. Et donc, bien entendu, ces dispositifs nous ont ouvert un horizon assez phénoménal en ce qui concerne le traitement de nos serious games. Du coup, la réalité virtuelle a été l'évolution logique en fait de nos serious games. Un petit point que je tenais à préciser, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais on entend beaucoup parler de réalité virtuelle et réalité augmentée. C'est pas la même chose. C'est bien que ce soit on va dire des technologies cousines, le traitement est différent et l'application est différente. Donc la réalité virtuelle, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le fait de créer intégralement un environnement virtuel. On le produit complètement en 3D ou à l'aide de photos ou de vidéos, mais c'est la reconstitution d'un environnement 3D complet dans lequel on va lâcher le joueur, l'apprenant, et on va lui faire réaliser un certain nombre d'actions. La réalité augmentée, bien que ce soit un dispositif qui fonctionne généralement avec un casque, comme vous pouvez le voir sur l'illustration de droite, s'appuie sur l'environnement réel. C'est-à-dire que cette paire de lunettes que vous voyez sur la droite va permettre de superposer à la vision de l'apprenant tout un tas d'éléments modélisés. Donc là, l'exemple du industriel est assez frappant, puisque pour, par exemple, de la conception ou de la maintenance, on peut imaginer quelqu'un qui va utiliser ce dispositif réalité augmentée pour avoir une vue éclatée du moteur sur lequel il travaille ou une procédure d'utilisation. C'est bien distinct, c'est des méthodes de traitement différentes et des méthodes de production différentes. C'est pour ça que je ne m'étendrai pas plus sur la réalité augmentée aujourd'hui et je vais plutôt préciser quelques points sur la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, ça s'appuie sur des dispositifs avant tout. Le marché, en fait, propose pléthore de dispositifs. On a tendance à les catégoriser en deux grandes familles. La première, donc, c'est les casques autonomes. Je vous en ai mis 2 exemples parce que c'est un peu les plus courants qu'on rencontre. Vous avez l'Oculus Go et le Samsung Gear VR. Ces dispositifs donc sont autonomes, ils sont légers, ils n'ont pas besoin d'un ordinateur pour fonctionner. Alors, il y a une petite parenthèse avec le Samsung Gear puisqu'il demande l'utilisation d'un téléphone, mais c'est tout, pas besoin d'ordinateur. Les intérêts sont assez conséquents, bien entendu, puisqu'ils sont très maniables, légers, transportables, simples à déployer. C'est-à-dire que si vous avez une flotte de peut-être 200 ou 300 appareils à déployer, vous allez être beaucoup plus à l'aise pour effectuer ce déploiement avec ce type de dispositif. Et il y a aussi le coût, tout simplement. Ce sont des dispositifs très accessibles. On est aux alentours de 300 € à peu près par pièce pour un Oculus Go et qui vous permettent d'avoir vraiment un contenu VR conséquent. Les petites contreparties, ça va être une puissance limitée, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire autant de choses
avec ces dispositifs-là qu'avec ceux que je vais vous montrer après. Il y a un très léger problème d'autonomie, c'est-à-dire que vous êtes obligé de prévoir une batterie supplémentaire si vous comptez l'utiliser plus de 4 heures d'affilée, puisque c'est l'équivalent d'une batterie de téléphone portable. Mais c'est des problèmes qui se résolvent très facilement, puisque ces dispositifs peuvent être utilisés, branchés à une alimentation ou à, comme je le disais, une batterie externe. Donc c'est une solution qu'on rencontre, qui rencontre un franc succès auprès de nos clients. Ça, c'était les dispositifs autonomes. Et en face de ça, vous avez des dispositifs qui sont ce que nous appelons fixes, mais c'est un petit peu un terme galvaudé parce que vous allez voir qu'ils sont finalement pas si fixes que ça. Donc ces dispositifs nécessitent, eux, un PC pour fonctionner, c'est-à-dire une unité de calcul. Et le casque de réalité virtuelle propose seulement l'affichage et l'interface homme-machine. L'avantage, c'est qu'en termes de puissance, eh bien, vous avez une puissance qui est décuplée par rapport au dispositif précédent. Et vous avez aussi des fonctionnalités supplémentaires en ce qui concerne ce qu'on appelle le room scale tracking, c'est-à-dire que à l'aide de ce casque, par exemple le HTC Vive que je vous ai présenté sur la gauche, mais le deuxième le fait aussi, vous avez des capteurs que vous installez dans une pièce et vous allez pouvoir détecter les mouvements, tous les mouvements faits par l'apprenant à l'aide donc de ces mains virtuelles que sont les deux manettes que vous voyez là, mais aussi en termes de déplacement, c'est-à-dire que votre apprenant va pouvoir se déplacer dans cet espace virtuel pour réaliser des actions. C'est plus complet, les gestes et les reproductions des gestes sont plus précises, mais donc il y a ces contreparties d'encombrement supplémentaire puisque vous avez un PC, des capteurs à installer, etc. Et vous avez un coût supplémentaire aussi, puisque là on est plus de l'ordre de 2 000 € par unité. Donc à déployer, c'est beaucoup moins simple et ça nécessite un espace plus conséquent. Donc là, vous avez cette espèce de grand écart entre nos deux types de casques en fait disponibles sur le marché, donc que nous exploitons. Il faut savoir que c'est une technologie qui est tout à fait récente, qui évolue très vite, et donc cette marge, en fait, cette petite barrière entre ces deux types de dispositifs est en train de fondre très vite, puisque nous avons des nouveaux dispositifs qui sont proposés sur le marché par les constructeurs, qui sortent très régulièrement et qui ont tendance en fait à casser ces différences, puisqu'il y a un nouveau dispositif qui a été annoncé par Oculus, donc l'Oculus Quest, je ne voulais pas présenter là, mais en gros, ce nouveau casque va permettre de conserver la portabilité et la flexibilité des casques autonomes, tout en apportant des fonctionnalités en plus et un surplus de puissance. Donc on se rapproche de plus en plus d'un hybride PC autonome haut de gamme, et je pense que d'ici quelques années, la question se posera même plus. Maintenant que vous connaissez parfaitement le hardware, c'est-à-dire les dispositifs et les matériels casque VR, on va pouvoir parler des modules à proprement parler et notre approche à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que c'est un module de réalité virtuelle? Ça va être une solution dans laquelle vous allez immerger votre apprenant pour faire passer un message, pour lui inculquer des bons réflexes de formation, de prévention ou pour lui apprendre des gestes métiers. Pour ça, nous devons construire en fait cet environnement et construire ces modules. Et ben là, encore une fois, nous allons employer des termes et utiliser des méthodologies qui sont extraites du jeu vidéo. D'où le terme gameplay que je vais vous expliquer. Ce que nous appelons gameplay, en fait, c'est tout ce qui fait, c'est tout ce qui constitue le jeu. Je vais parler de jeu, mais tout ce qui continue notre module VR. En gros, ça va être le mode de déplacement, la façon qu'on va apporter à l'apprenant de se mouvoir, de réaliser ses actions, mais ça va aussi être le traitement visuel et aussi la façon de scénariser la mission qu'on va lui donner ou l'action qu'on va lui demander de faire. C'est un petit peu tous ces éléments qui constituent ce qu'on appelle le gameplay, et c'est un peu un fourre-tout en fait de tout un tas de paramètres. Encore une fois, là, j'aime bien catégoriser les choses pour que ce soit plus clair, donc je vais vous parler déjà du premier type de gameplay, qui est le plus simple en fait à réaliser, c'est ce qu'on appelle le gameplay linéaire. Alors pourquoi linéaire? Parce que vous allez avoir un apprenant qui va avoir des actions à réaliser ou une mission à réaliser sans avoir de scénario complexe, sans avoir de notion de action, conséquence, ou tout simplement où la notion de temps n'existe pas vraiment.
Alors, je vais essayer de vous préciser ça parce que c'est peut-être un petit peu diffus. Mais prenons l'exemple d'une recherche de risque, que nous appelons une recherche de risque. Donc, vous avez cet environnement que je vous ai présenté sur la droite, là. Donc, il s'agit d'une industrie. Les petites pastilles de couleur, ce sont des risques que nous avons cachés dans cet environnement. Et notre apprenant est lâché là-dedans, va devoir visiter cet environnement et identifier, signaler, à l'aide du dispositif qui est la manette réalité virtuelle, une situation qu'il aura détectée comme potentiellement à risque. Donc c'est ce que je vous présente à la suite. On se déplace dans notre environnement industrie, on s'aperçoit que notre ami en bleu essaie de soulever une charge qui a l'air quand même assez conséquente et sa posture n'est pas ce qui est le plus adapté. Donc, nous décidons de le signaler. À ce moment-là, hop là, excusez-moi, à ce moment-là, nous avons un message pédagogique qui apparaît, qui va confirmer déjà que ce qu'a détecté l'apprenant, c'est bien un risque, et va apporter le côté serious du serious game, j'ai envie de dire, c'est-à-dire la partie pédagogique, le complément pédagogique, le feedback, qui va faire passer le message et qui va lui expliquer qu'effectivement, quand on lève une charge dans ce cas précis, il y a une procédure à adapter pour épargner son dos. La situation est remise en ordre et corrigée, et notre apprenant peut continuer à parcourir l'environnement pour découvrir les autres risques. Vous voyez ce que j'appelle linéaire, donc il n'y a pas de notion d'histoire, il n'y a pas vraiment de début ni de fin, puisqu'on peut aborder les risques dans le sens qu'on veut, et il n'y a pas de conséquences, c'est-à-dire, bon, on l'a détecté, on a la correction, on passe à la suite. J'espère que la notion de gameplay linéaire, maintenant, vous paraît plus évidente. Nous avons donc traité, sous le format du gameplay linéaire, donc en recherche de risque VR, tout un tas de secteurs d'activité, sous la modalité que je viens de vous présenter, donc que ce soit le BTP, la logistique, les travaux publics, le second œuvre, l'industrie, les télécoms, le tertiaire et les carrières. Et vous rencontrez la même chose exactement par thématique. Nous avons fait des collections thématiques que vous voyez là et que nous mettons à disposition en tant que produit sur étagère, disponible justement sur nos casques autonomes. Deuxième axe, gameplay un peu plus compliqué et surtout gameplay qui ressemble un peu plus à ce qu'on peut rencontrer dans le jeu vidéo et ce qu'on rencontre dans un simulateur ou des choses comme ça. C'est ce qu'on appelle le gameplay arborescent. Alors, le nom parle de lui-même. Hein. Le gameplay arborescent propose une expérience beaucoup plus complète, beaucoup plus engageante, j'ai envie de dire, d'un point de vue apprenant, puisque dans l'absolu, chaque action ou chaque décision de l'apprenant va avoir un impact sur son environnement, mais aussi sur la suite du scénario, sur la suite de l'histoire, sur la suite des événements. J'ai essayé de vous présenter ça en vous montrant en fait ce schéma-là, c'est une arborescence de Serious Game que nous avons réalisé. Et vous voyez bien le nombre de branches finalement qu'il existe et qu'il est possible d'emprunter. Donc on voit que par rapport au gameplay linéaire, qui n'a pas cette profondeur, j'ai envie de dire, vous avez autant de jeux, autant de scénarios que de finalités. Et donc notre apprenant va pouvoir être confronté à des situations réelles et pouvoir être le témoin de la conséquence directe de ses actes, qu'elle soit immédiate ou non. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus complexe, mais pour moi de beaucoup plus abouti. On va rester maintenant dans le concret. Par exemple, on peut parler de simulateur fonctionnel. C'est ce que j'appelle moi un serious game, donc avec un gameplay arborescent. Simulateur fonctionnel, ça va être par exemple un simulateur de chaufferie que je vous présenterai tout à l'heure. On est vraiment sur du matériel. Vous êtes dans une chaufferie et en fonction des leviers, en fonction des vannes que vous manœuvrez, vous avez des changements de pression et vous avez des impacts sur des installations. Voilà ce que j'appelle simulateur fonctionnel. Donc, je vous illustre là le simulateur de chaufferie qui est en cours de réalisation pour Delca. Vous voyez, qu'on prend en compte tout un tas d'éléments vraiment réalistes, que ce soit au niveau donc, du matériel qui est modélisé, puisque c'est des copies vraiment fidèles de la réalité, mais également en fonction des réactions de l'environnement ou du matériel. Vous voyez, les manomètres sont dynamiques, réagissent en temps réel aux actions que vous réalisez. Même chose pour les différents éléments.
Voilà pour cette partie simulateur fonctionnel. La deuxième partie, c'est ce que j'appelle le simulateur relationnel, comportemental. C'est un peu des termes qu'on essaie de réaliser, enfin de créer nous, parce que c'est pas des éléments qui sont bien définis. Simulateur relationnel, ça va être la même chose, mais avec des êtres humains, des êtres humains virtuels. Et là, on va pouvoir parler comportement, on va pouvoir parler relation de personne à personne, on va pouvoir parler aussi réaction. Quelle posture adapter, dans quelle situation quel comportement dois-je suivre pour garantir ma sécurité, la sécurité de mes collègues, dans le cas d'une relation. Dans l'exemple que je vous présente donc ici, c'est un simulateur d'atteinte aux personnes qui a été réalisé pour la SNCF, puisque dès que vous avez un poste qui est en contact direct avec la clientèle, il y a un risque d'agression, un risque d'atteinte aux personnes. Et le fait est que un échange avec une personne, n'importe laquelle, peut vite dégénérer en quelques échanges verbaux. On peut passer d'une situation contrôlée et maîtrisée à une situation qui dégénère, qui va jusqu'à l'agression verbale ou physique. Et donc, on le traite également en VR, de la façon dont vous voyez là, et je vous présenterai d'autres exemples de traitement un peu plus loin. Voilà ces deux grands axes de simulateur. Donc de gameplay arborescent. J'apporte encore une précision. J'espère que je ne vous assomme pas avec toutes ces précisions techniques, mais un gameplay n'est pas forcément synonyme d'un module. C'est-à-dire que vous pouvez parfaitement, on peut imaginer créer un module en VR qui combine différentes phases de gameplay. Par exemple, et c'est le cas pour un projet que je vais vous présenter après, pour la SNCF, vous pouvez imaginer un module en VR qui commence par une visite du terrain, une recherche de risque, donc un gameplay linéaire, où l'apprenant doit faire l'état des lieux d'un entrepôt, d'une pièce, d'un bureau, détecter tous les éléments à risque, les corriger, puis ensuite enchaîner sur la suite du scénario, où là, il y a une pièce de théâtre qui va se jouer dans l'environnement que vous avez corrigé, vous allez pouvoir constater que les corrections qui ont été apportées ont des impacts ou non, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que le gameplay, c'est pas quelque chose d'hermétique. C'est des outils qu'on peut utiliser pour concevoir notre propre serious game. Voilà. Maintenant que vous êtes des experts en ce qui concerne le serious game en VR, c'est quoi l'intérêt dans tout ça? Parce que c'est bien beau de parler de réalité virtuelle, de serious game, et quel est l'intérêt pour l'apprenant et pour la formation? On a distingué, nous, vraiment trois grands points à ce niveau-là. Le premier, c'est le réalisme apporté, le réalisme apporté à la situation et le réalisme offert à l'apprenant. On aime bien l'appeler l'effet waouh, nous, en interne, parce que je trouve que ça résume très bien la chose. En gros, à l'aide de la VR, vous allez pouvoir vraiment propulser l'apprenant dans un environnement qu'il connaît ou qu'il va connaître, qui est très réaliste, de par son contexte, de par sa conception graphique, sa conception spatiale, et de par les personnages qu'il risque d'y rencontrer, ainsi que les enchaînements des événements auxquels il va être confronté. Ce réalisme permet de casser un petit peu la barrière de l'écran qu'on peut rencontrer au travers d'un e-learning classique, voire d'un serious game classique. Puisque le fait d'accaparer, on va dire, c'est pas tous les sens, mais presque tous les sens de notre apprenant, lui permet de vraiment ressentir l'information, ressentir le message. Ça, pour moi, c'est l'un des points les plus importants et surtout qui est très impactant. Le deuxième axe, qui est lui aussi très important, c'est le fait de pouvoir confronter donc notre apprenant à des situations auxquelles il aurait été difficile de le confronter en temps réel. Pourquoi? Parce que c'est une situation dangereuse, parce que c'est une situation qui est complexe à reproduire, ou parce que c'est une situation qui est très rare. Alors on est d'accord que sur le papier, on peut lui expliquer que c'est dangereux de faire ci, faire ça, lui montrer par un film, lui montrer par une reconstitution en 3D. Là, on va lui faire vivre. Là, on va lui faire vivre le fait que c'est dangereux de manipuler un ascenseur. On le verra par la suite. On va lui faire vivre le fait que c'est complexe de manipuler un bâtiment réacteur dans le nucléaire et que tout est très codifié. Vous voyez, on va pouvoir le confronter à des situations qui ont été très compliquées à mettre en œuvre dans un cas de formation classique. Compliqué et lourd en termes de coûts.
construire un simulateur je reviens là-dessus, construire un simulateur de chaufferie ou construire un simulateur de bâtiment nucléaire, c'est pas le même prix que recréer un simulateur en 3D, en VR. Et c'est important. Et le dernier point que je trouve moi tout à fait pertinent, c'est que c'est un concept qui est attractif puisque c'est nouveau et on va toucher le côté joueur de l'apprenant. Moi, il y a un truc que j'aime dire, c'est que depuis la nuit des temps, l'homme apprend par le jeu. Comme les animaux, on apprend par le jeu, on apprend en jouant. Et je reste persuadé que c'est quelque chose qu'on ne perd pas en grandissant. Et donc là, la VR, malgré tout, de par ce côté ludique, ce côté accessible, permet de faire passer un message formatif, un message qui peut être lourd, qui peut être dur, en le détournant un petit peu et pour qu'il soit vraiment, pour que l'apprenant s'en approprie. Ça permet de garantir un engagement vraiment fort de l'apprenant. Et ça, on a pu le constater tout au long de nos différentes sessions, tout au long de nos différents tests. Le retour est assez unanime à ce niveau-là. Et ça, vraiment, je pense que c'est un argument majeur. Maintenant, comment réalise-t-on des produits en réalité virtuelle chez 2J-Process et comment surtout on les réalise avec vous? Parce que on vous accompagne et vous nous accompagnez dans la création de ces modules. Donc la première grande étape, c'est la phase de conception. C'est une phase assez critique puisque c'est elle qui va conditionner tout ce qui va se passer dans notre module. Donc il y a toute une phase de conception pédagogique, donc de game design. Encore une fois, c'est un terme qui est pris du jeu vidéo, mais c'est vraiment la conception du cahier des charges global en fait du jeu, les environnements, les décors, les personnages, les scénarios, les actions, les matériels. Voilà, tout ça doit être listé, prévu. On en discute. Vous nous apportez votre savoir parce que on peut pas tout connaître et c'est vraiment quelque chose qui est fait en co-conception. Je le répète parce que c'est très important, c'est-à-dire que on vous prend par la main et on conçoit le produit ensemble. Une fois que cette phase de conception est établie, on lance la partie production. Et la partie production va se découper en deux grandes familles, en deux grands axes encore une fois. Alors c'est pas des axes qui s'enchaînent de façon chronologique, c'est vraiment des développements en parallèle, mais il y a vraiment la phase, j'ai envie de dire, le fond et la forme. Il y a toute la partie modélisation de l'environnement, animation, etc. Donc c'est ce que va voir l'apprenant. C'est l'interface homme-machine, c'est les environnements dans lesquels l'apprenant va se déplacer, c'est les matériels qu'il va manipuler, c'est les objets qu'il va pouvoir toucher, c'est les personnes qu'il va pouvoir rencontrer ou avec lesquelles il va pouvoir échanger. Toute cette partie, donc, c'est la partie modélisation, création visuelle. On produit ça, on vous envoie ça pour validation. Vous faites vos retours, vos ajustements. Pour plus de précision, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de nous déplacer carrément sur vos sites, si vous voulez qu'on modélise un site précis ou un matériel précis. On les prend en photo sous tous les angles et on reproduit strictement à l'identique votre environnement, quoi, vos conditions de travail. On anime nos personnages. Pour ça, on utilise des technologies qui sont issues du cinéma. On en est assez fiers parce que ça marche très bien et ça nous permet d'avoir un très bon rendu. C'est les systèmes de motion capture. Ce qui fait qu'en plus, les gestes métiers sont reproduits à l'identique. Voilà pour la partie création 3D, environnement, donc pour la partie, on va dire, forme. Et pour la partie fond, pour le moteur, eh bien, nous avons nos développeurs qui développent le moteur, qui rédigent les lignes de code qui vont permettre à tout ça de fonctionner, qui vont permettre à l'arborescence que je vous ai montré tout à l'heure, écrite sur un bout de papier, de prendre vie et surtout de s'articuler. Ce qui est important à savoir, c'est qu'on n'utilise pas un moteur en fait uniforme pour tous nos produits. C'est vraiment des créations pour les cas des sur-mesures. Je parle bien sûr, mais c'est vraiment un moteur fait pour votre projet. Voilà, parce que vos besoins sont spécifiques et donc le traitement peut pas. Enfin, on pense que pour un sur-mesure, c'est pas au client à s'adapter à l'outil, mais l'inverse. Donc voilà, toute la partie de développement et d'intégration donc des éléments 3D et visuels que je vous ai présenté le slide avant est intégrée à ce moment-là. Et en gros, c'est là que le projet prend vie d'un point de vue fonctionnel. C'est à partir de là que vous allez pouvoir tester le gameplay, tester l'ergonomie, tester les scénarios, faire des ajustements, etc. Encore une fois,
On ne s'engage pas dans un tunnel de développement et on vous livre un produit terminé à la fin. Non, non, vous avez des étapes de validation régulières, vous pouvez venir nous rendre visite et voir en direct avec nos développeurs des petits micro-ajustements, des choses comme ça. C'est quelque chose de tout à fait envisageable. C'est ce qu'on propose régulièrement d'ailleurs. Donc c'est ce que je vous disais, nos supports sur mesure sont variés. L'avantage, c'est que vous avez un interlocuteur privilégié, c'est-à-dire que vous avez un chef de projet en face de vous qui va centraliser les contacts, qui va centraliser les échanges avec vous ou avec vos experts, avec les personnes qui interviennent, et qui fait vraiment la passerelle entre le client et l'équipe technique. Et encore une fois, je le répète, mais c'est important, l'intégralité de notre équipe est intégrée dans nos locaux et toute la chaîne de production est gérée en interne. Je vous propose de passer maintenant sur quelques exemples de réalisation pour essayer d'illustrer tout le contenu que je vous ai divulgué au long de ma présentation. Donc un premier exemple de déploiement qui a été réalisé pour Manpower. Donc ça, c'est une opération qui a été réalisée à l'aide des casques autonomes que je vous ai présenté en début de webinaire. Ce sont des recherches de risques, donc des scénarios linéaires. Les apprenants doivent explorer un certain nombre d'environnements, un environnement bureau, un environnement BTP, un environnement tertiaire, etc. Et détecter toute une série de risques et également voir les situations corrigées et prendre connaissance des bonnes pratiques. D'un point de vue déploiement, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui a eu un déploiement assez colossal puisque Manpower a installé en fait ce dispositif dans presque toutes ces agences, enfin dans une grande partie de ces agences, ce qui fait que ça a été un déploiement mondial et à grande échelle. L'utilisation finale, c'est de permettre à peut-être un intérimaire ou à quelqu'un qui va être engagé sur un chantier d'effectuer cette recherche de risque en agence pour avoir une première couche de prévention sur le chantier auquel il va être confronté. Donc vous voyez, thématique électrique, comme je vous disais. Autre exemple de recherche de risque qu'on a réalisé cette fois-ci pour notre client Vinci. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus conséquent puisque vous voyez que l'environnement est beaucoup plus étendu. Ça a été déployé sur des casques, on va dire, sédentaires, sur des casques avec PC, sur un Oculus Rift ou sur un HTC Vive, sur un HTC Vive plutôt. On est sur une recherche de risque également, à la différence qu'on va avoir un déploiement qui se fait à la fois en VR et à la fois en serious game classique. C'est une des possibilités, c'est-à-dire que selon le cas, selon le serious game, on peut imaginer la VR comme étant un simple média supplémentaire ou un simple levier d'immersion supplémentaire. Donc le serious game que je vous présente là est déployé donc chez Vinci dans les sièges en VR, parce que l'installation est assez conséquente. Vous avez besoin de la place avec les capteurs, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, mais également diffusé à l'intégralité du personnel au travers de leur ordinateur de bureau, puisque ça fonctionne également avec un clavier souris en tant que serious game classique. On est sur de l'environnement BTP et il y a une quarantaine de risques à découvrir sur ce chantier-là. On laisse de côté un petit peu les recherches de risques pour parler maintenant on va dire de reconstitution d'accidents. C'est un produit que là nous avons réalisé pour Schindler, donc ascensoriste, déployé avec des casques autonomes. Pareil, c'est un déploiement mondial. L'idée, c'est de sensibiliser le personnel aux risques d'accident que représente le travail dans des cages d'ascenseurs. Et surtout, de montrer aussi que l'accident est vite arrivé. Donc, comment fonctionne quelle est l'idée en fait de ce module? Ça va être de faire réaliser un certain nombre d'actions à l'apprenant. Donc, on le guide, on lui dit, voilà, tu fais ça, ensuite tu fais ça, ensuite tu fais ça, et voilà la conséquence. En gros, on reproduit des accidents qui ont eu lieu, on lui fait vivre l'accident, c'est important. C'est un choix du client de choquer volontairement son auditoire, de choquer réellement son personnel pour marquer définitivement, parce que un accident dans ce milieu-là, c'est vite arrivé et c'est souvent dramatique. Par exemple, la chute d'une cabine, la chute d'une passerelle, donc ce que je vous montrais là, c'est une passerelle qui s'est décrochée lors de la construction d'un bâtiment neuf, et donc la personne est tombée en fait dans la cage d'escalier avec la passerelle.
une personne qui bascule parce qu'elle ne s'est pas attachée correctement ou qu'elle a fait une mauvaise manip, qui bascule par-dessus les rambardes de sécurité et qui rentre en contact avec des poutres, des choses comme ça. Et également un risque de coactivité, puisque là, c'est un accident qui a eu lieu lors de la manœuvre d'une charge à l'aide d'un palan. Et là, l'incident n'a pas eu lieu sur l'apprenant, sur la personne qui manipulait, mais sur un collègue. Donc, voilà un autre exemple. Quand je vous parlais d'immersivité tout à l'heure, d'immersion, on est en plein dedans. On fait vraiment vivre l'accident et on le confronte au fait que l'accident est vite arrivé. Maintenant, un simulateur fonctionnel d'Alkia. Donc, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Là, je vais pouvoir vous illustrer le fait qu'on peut mélanger un peu les gameplays, puisque ce que vous voyez là, donc c'est le début du module. Et l'apprenant, pour prendre un petit peu en main les outils, prendre un petit peu en main l'ergonomie de l'appareil, du casque, va avoir une petite phase pendant laquelle il va devoir s'équiper de ses EPI. Donc vous voyez, finalement, au travers d'un petit jeu, j'apprends à manipuler l'outil. J'ai ma petite piqûre de rappel. Attention, quand même, il y a des EPI obligatoires à porter avant de rentrer sur mon poste de travail. Je dois m'équiper de ma veste, de mon casque, de mes gants. Et ensuite, j'enchaîne avec mon simulateur et je peux manipuler mon environnement. Donc là, on est sur une simulation de chaufferie. Et l'idée, c'est d'effectuer toute une série d'actions, en fait, toute une série de missions, en manœuvrant principalement des vannes, en contrôlant la pression dans les différentes canalisations. Et je dois réaliser mes actions. On pourrait imaginer la même chose pour la consignation, par exemple. Vous voyez, je dois appliquer un plan de consignation pour consigner tel tronçon, etc. Voilà. On peut le traiter de la même façon. Encore un autre exemple pour la SNCF. Donc j'ai essayé de diversifier les exemples en vous présentant tout un type de gameplay, de traitement, de rendu. Bon, j'ai essayé de proposer le panel le plus large. Là, nous sommes sur un projet qui est en cours de réalisation pour la SNCF, qui est en multijoueur, celui-là. C'est pour ça que vous avez ces deux petits personnages sans bras ni jambes, parce qu'en fait, ils représentent des autres joueurs. En effet, avec les dispositifs de casque comme le HTC Vive, vous avez la possibilité de faire suivre une formation ou une session d'un module à 2, 3, 4, enfin plusieurs apprenants en même temps, qui vont se croiser au sein d'un même environnement, parce que c'est en temps réel, et pouvoir réaliser des actions ensemble. Donc ce module SNCF, qu'est-ce que c'est? Ça va être l'établissement d'un plan de prévention dans un centre de technique SNCF. Petite particularité sur ce module, c'est que vous allez pouvoir paramétrer, on va dire, l'environnement, puisque vous allez pouvoir choisir si l'action va se dérouler de jour, va se dérouler en plein été ou va se dérouler sous la neige. Vous avez une action sur la météo et donc sur l'environnement, sur la présence de plaques de glace, sur la présence de fuite du toit à cause de la pluie. Et donc les joueurs vont devoir agir de concert pour établir un plan de prévention. Donc faire un tour d'environnement et identifier le plan de prévention. Vous avez un administrateur, enfin on va dire un maître du jeu, quelqu'un qui va organiser, qui va superviser, ça va être le formateur, qui va superviser donc cette session. Et la session est retransmise à d'autres stagiaires pour pouvoir ensuite débriefer et débattre des actions qui auront été réalisées par les 3 personnes qui seront en train de jouer. Donc vous voyez que le traitement visuel est assez poussé et que l'environnement qui est reproduit est extrêmement fidèle à ce que vous pouvez rencontrer. On reste à la SNCF et donc je vous parlais tout à l'heure de simulation d'atteinte aux personnes, la revoici. C'est un module qui a été développé pour sensibiliser les personnes hackées au risque d'agression lorsqu'il y a contact avec de la clientèle. Donc vous avez ce personnage qui a l'air aimable en apparence, mais qui est assez pressé, qui a perdu ses valises. Et donc vous allez devoir l'aiguiller en fait pour l'aider à se rapprocher du service objet trouvé afin qu'il retrouve sa valise. Le problème, c'est qu'il est assez vindicatif et que le ton va assez vite monter parce qu'il aimerait bien que vous alliez chercher la valise et que vous la fassiez réapparaître par magie. Donc il faut garder son sang-froid, il faut répondre convenablement et il faut avoir un discours mesuré et ne pas réagir aux invectives. C'est quelque chose qui a été déployé lors d'un événement, en fait, le train de la sécurité, qui était à destination de l'intégralité du personnel SNCF.
Et donc, c'est un module qui est très court, puisque après, il y a un débrief. En gros, vous avez un panel de 20 personnes qui suivent le module en même temps. Le module dure de bout en bout 3 minutes, 4 minutes. Vous pouvez le refaire plusieurs fois pour vous amuser à tester les différentes branches et aussi faire ce qu'on appelle du try and die ou try and retry, c'est-à-dire faire ce que vous feriez en temps normal, mais aussi tester, voir ce qui se passe si on n'emploie pas les bonnes méthodes ou on ne suit pas le chemin qu'on aurait fait en temps réel. Ça vous permet aussi d'apprendre. Et une fois ce module suivi, il y a un gros débriefing qui est fait avec un formateur, des 20 personnes en même temps, et chaque personne en fait intervient sur son ressenti et ça permet de lancer le sujet. Voilà. J'ai à peu près fait le tour de ce que j'avais à vous présenter ce matin avec le temps qui m'était imparti. J'espère que j'ai pas trop débordé. Je crois que j'ai un peu débordé. Ce que je vous propose, si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez venir nous voir et essayer par vous-même les produits dont je vous ai parlé et venir vous frotter, on va dire, à la réalité virtuelle, parce que je suis bien conscient qu'au travers de captures d'écran, au travers d'images, au travers d'une présentation comme ça peut rester conceptuel, ça peut rester peut-être un peu vague, et surtout, ça rend pas hommage au rendu réel et à l'immersion proposée par ces produits. Donc, nous organisons des petits déjeuners professionnels, 3, je vais vous donner les dates après, qui vont être organisés en 3 ateliers. Un atelier consacré à la réalité virtuelle, donc, dans lequel vous allez pouvoir tester tous les produits que je vous ai montrés et bien d'autres, rencontrer une partie du staff, etc. Un autre atelier qui va être, lui, destiné aux applis mobiles que nous réalisons, notamment un mobile learning pour une sensibilisation à Tawad, comme c'est noté. Et pour finir, un dernier atelier concernant le 2J Eval System. C'est un dispositif en fait de digitalisation des évaluations des apprenants en fait et de centralisation des données. Les dates et les lieux de ces petits déjeuners, donc Aix-en-Provence, c'est bientôt. Et en plus, vous ne serez pas loin de nos bureaux. Ensuite, nous serons disponibles à Lyon et à Paris. Si vous souhaitez vous inscrire, vous pourrez utiliser le formulaire que je vous ferai suivre suite à cette présentation. Dans l'onglet documents à distribuer, là sur le petit côté du petit logiciel GoToWebinar, je vais glisser les documents et comme ça vous pourrez les récupérer. Pour ces petits déjeuners, vous pouvez vous inscrire auprès de Soraya qui m'a gentiment assisté discrètement tout au long de ce webinaire. Donc je la remercie. Donc vous pouvez la contacter directement et elle sera un plaisir de vous inscrire. Voilà, je suis maintenant disponible si vous avez des questions. Donc n'hésitez pas à les poser et je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors la première question, peut-on utiliser un dispositif fixe en plein air ou faut-il nécessairement installer le matériel dans un espace clos fermé? Alors, en théorie, on peut l'utiliser en plein air. Je ne vois pas d'inconvénient, on ne l'a jamais fait. Il faut faire attention parce que c'est un matériel qui coûte cher, donc il faut faire attention au vent, il faut faire attention à la luminosité aussi, puisque les capteurs laser qu'on positionne sont assez sensibles aux différentes réflexions, aux choses comme ça, mais c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable d'installer un tel dispositif en plein air. Question suivante. Alors, j'essaie de les dérouler. Alors, sera-t-il possible d'avoir accès à la présentation, au moins un résumé? Bien sûr, c'est ce que je vous ai dit. Je vais vous mettre à disposition dans la partie documents le PDF du support de présentation que j'ai utilisé. Je vais aussi vous joindre un catalogue avec nos produits et peut-être d'autres documents. J'ai plus ça en tête, mais je vais vous mettre tout un tas de documents à disposition suite à cette présentation. Combien coûterait un module gameplay linéaire? Alors ça, c'est une question. C'est vrai que j'ai pas abordé la question du prix. Eh bien, j'ai envie de dire tout dépend. Tout dépend parce que, alors, vous avez raison de poser la question et de cibler gameplay linéaire parce qu'effectivement, le gameplay linéaire, ça va être le moins cher du lot. Pour vous donner un ordre d'idée, un gameplay linéaire comme une recherche de risque, par exemple,
Ça va être de l'ordre d'un e-learning. C'est à peu près le même tarif qu'un e-learning, qu'un bon e-learning. Après, tout dépend vraiment de l'environnement qui est à modéliser, de la surface qu'il va y avoir à modéliser, du nombre de risques, si on parle de recherche de risques, hein, du nombre de risques à modéliser, du traitement à appliquer. Mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée, on est aux alentours du même tarif qu'un e-learning. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Avez-vous déjà travaillé avec un service de santé au travail? Oui, oui, on travaille régulièrement avec eux sur différentes thématiques. J'essaie de vous cibler le plus récent. Le plus récent, je pense que ça va être. On a lequel? On va avoir. Eh ben, on travaille en ce moment. Alors, on est en train de se diversifier au niveau de la santé aussi. On fait aussi des modules pour la santé. Et on travaille avec un hôpital. Un hôpital et pour le bien-être des soignants lors du relationnel avec leurs patients dans un milieu psychiatrique. Et là, on est en contact direct en fait avec le service de santé et aussi avec les soignants en direct. Voilà, c'est l'exemple le plus récent que je peux vous citer, mais ça nous arrive régulièrement de toute façon de travailler avec les services de santé, avec les préventeurs, avec les services HSE, voilà. C'est vraiment courant. Est-ce qu'il y a des possibilités que l'apprenant se sente mal à l'aise? Oui, 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 bien sûr. J'en ai pas parlé, mais effectivement, alors c'est quelque chose qui est présent. C'est ce qu'on appelle le motion sickness. Je suis désolé pour le terme un peu barbare, mais oui, quelqu'un qui est sensible au mal des transports, par exemple, peut éprouver au bout d'un certain temps d'utilisation des nausées ou alors un sentiment d'étourdissement, etc. On en est conscient et on y travaille. C'est-à-dire qu'on a mis en place tout un tas de solutions, en fait, tout un tas de techniques qui nous permettent de limiter ça. Donc, ces techniques vont, pendant la phase de conception, par exemple, il y a des choses qu'on évite de faire. On évite de proposer à l'apprenant de faire un grand déplacement transversal trop rapide, parce que c'est ça qui désoriente, en fait. C'est le fait que votre oreille interne ne soit plus synchronisée avec ce que votre œil voit. Donc, dans la conception et dans la façon dont on utilise les différents outils et dans la façon dont on modélise l'environnement, on trouve tout un tas de petites combines pour limiter les situations dérangeantes. On peut pas complètement les neutraliser. On n'a pas encore trouvé la solution et je pense que personne ne l'a trouvé. C'est vraiment au cas par cas. Les personnes qui sont sensibles au mal des transports, je m'en suis aperçu à chaque fois, ces personnes-là vont être plus sensibles. Et puis il y a d'autres personnes qui sont capables de rester des heures dessus sans jamais ressentir. Il faut savoir aussi que cette sensation diminue avec la qualité des matériels, puisque la finesse des écrans, l'augmentation du champ de vision des nouveaux dispositifs permet encore une fois de limiter l'impact de ce ressenti. Quel est le délai moyen de conception d'un module? Alors, encore une fois, j'ai envie de dire ça dépend, mais pour donner un ordre d'idée, un module linéaire comme une recherche de risque, c'est assez court, parce que les choses sont assez vite cadrées finalement, donc ça va être de l'ordre de 3 mois, 3-4 mois maxi. C'est quelque chose qui peut être disponible très rapidement. Maintenant, si on parle de quelque chose de plus complexe, d'un simulateur ou d'un autre module à gameplay arborescent, ça peut aller sur des durées plus longues parce qu'il y a tout un tas de choses à concevoir. Ce qu'on appelle l'arbre heuristique, c'est l'arbre de décision qu'on doit construire, doit être plus long, doit être exhaustif forcément. Et là, on peut atteindre des durées de 9, 10, 12 mois de conception en fonction du volume. Pourriez-vous m'indiquer le coût d'un jeu de VR sur mesure? Encore une fois, tout va dépendre de ce que vous attendez, quel type de jeu, quel type de traitement, quel type d'environnement. Est-ce que vous souhaitez reproduire à l'exact votre environnement ou est-ce qu'on peut se baser sur quelque chose à partir d'éléments existants? Voilà, tout dépend vraiment de ça. Je pense que le plus simple, si vous voulez avoir vraiment un chiffrage précis, c'est de nous contacter, de nous expliquer votre besoin et on se fera un plaisir de vous faire un chiffrage précis et vraiment adapté à votre besoin. Avez-vous déjà modélisé des environnements dans le domaine agricole?
Eh bien, que je réfléchisse, il me semble pas. Il me semble pas. Alors, on a des matériels qui ont été modélisés, mais dans le cadre de décors, en fait. Là, j'ai quelque chose qui me vient en tête pour Enedis, parce que pour Enedis, nous avons fait des serious games pour le réseau de distribution publique. Et, excusez-moi, pour le réseau de distribution publique, il y a une partie qui se passe dans un milieu rural, oui, pardon. Et donc, pour le bien du décor, on a créé quelques éléments agricoles. Maintenant, je suis bien conscient que c'est du décor, que c'est pas précis, que ça répond, je pense, pas à vos attentes, mais c'est quelque chose pour lequel on se fera un plaisir de travailler parce que je trouve ça toujours intéressant. Le coût d'un jeu VR sur mesure et sur étagère, j'imagine. C'est Sabrina Capot d'Action. Donc oui, c'est ça. Le prix d'un module sur étagère, ça c'est pareil. Je ne sais pas si c'est présent dans les catalogues. On vous donnera les tarifs en même temps que les catalogues. Vous avez parce que je sais que la tarif. Là, je me retourne vers Soraya parce que la partie commerciale c'est plus elle et en fait tout va dépendre de la diffusion, du nombre de diffusions, d'utilisation en fait, du nombre de postes, etc. Mais ça c'est des tarifs. On va pouvoir vous les donner. N'hésitez pas à nous contacter, on vous les donnera. Et puis de toute façon, je pense qu'il y aura des infos dans les documents que je vais vous faire suivre. Une location d'un dispositif fixe. Tout à fait. On propose la location du matériel et aussi la mise à disposition de certains produits. C'est-à-dire que nous avons des produits sur mesure, sur étagère qui ont été réalisés et que nous mettons à disposition en location pour l'animation de journées sécurité, par exemple. Donc, c'est des sortes de packages où vous louez le matériel, le produit et aussi le formateur qui va avec. Hein. Ce matériel est mis à votre disposition pendant une, deux, plusieurs journées. Ça peut, voilà. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement. C'est valable pour le matériel fixe et aussi pour le matériel autonome. Excusez-moi, je commence à m'embrouiller. Le matériel autonome. Voilà, c'est ça. Combien de personnes pouvez-vous mettre en même temps gameplay linéaire avec le matériel dont vous disposez? Donc, je pense que vous parlez de mise en place d'une recherche de risque multijoueur avec tout un certain nombre de personnes en simultané. Combien on peut en mettre? La limitation va venir du matériel. Alors, j'ai pas les spécificités techniques en tête. Je crois que c'est 6 maximum pour le HTC Vive Pro. La limitation va venir en fait de la réactivité avec les capteurs et du nombre de casques des capteurs que la zone en fait virtuelle que nous créons peut identifier. Il faudrait faire des tests. Il me semble que c'est 6, mais je mets des réserves là-dessus. En tout cas, 4 ou 5, ça ne me semble pas poser de problème. Voilà. Après, plus on augmente le nombre de joueurs, plus on va avoir des contraintes de l'ordre de la bande passante, du nombre de caméras que va devoir supporter le poste qui va servir de serveur en fait à tout ce petit monde. Ce serait un test à faire, effectivement. Mais moi, j'ai envie de dire que jusqu'à 4-5 personnes, c'est jouable, sans trop de difficultés, et après, à tester. Faut-il avoir une connexion Wi-Fi ou 4G pour utiliser les casques autonomes ou les dispositifs fixes? Alors, pour les casques autonomes, vous allez avoir besoin d'une connexion lors du paramétrage initial. Oui, parce que c'est quelque chose qu'on peut faire, nous. Mais si vous souhaitez le paramétrer de votre côté, vous avez besoin d'une connexion pour pouvoir télécharger les applications sur le dispositif, le mettre en place, etc. Maintenant, une fois que votre appareil est configuré, vous n'avez plus besoin d'aucune connexion. Le casque est complètement autonome. Vous pouvez l'amener à l'extérieur, sur un chantier, vous pouvez l'amener dans un endroit où vous n'avez aucune connexion. Tous les casques autonomes sont autonomes vraiment à 100% et peuvent être exempts de connexion. Pour les dispositifs fixes, c'est exactement la même chose, puisqu'une fois que vous avez votre PC qui sert d'unité de calcul, accompagné par le casque et les capteurs, vous n'avez plus besoin de connexion externe. Alors, y a-t-il en développement un module sur les risques chimiques biologiques? On est en plein dedans, effectivement. On est en train de réaliser un module sur étagère qui est vraiment axé risques chimiques. En plus, donc ça va être une recherche de risque qui est découpée en 2 environnements, puisque vous avez vraiment la partie, on va dire, plus domestique, entre guillemets, puisque vous avez un environnement tertiaire, puis un environnement industriel.
tout ça dans le même produit. Ça vous permet de confronter l'apprenant au risque chimique sous différentes formes. Parce que voilà, la problématique du risque chimique, c'est que quand on sait que c'est chimique et que c'est dangereux, on fait attention, mais le problème, c'est qu'on est confronté à des agents chimiques à longueur de temps sans trop le savoir et donc sans faire attention. Est-ce qu'il s'agit de solutions SaaS ou en licence perpétuelle? Encore une fois, tout dépend. Pour nos modules, par exemple sur étagère, ça peut être, ça va être des licences à chaque fois perpétuelles au nombre d'utilisateurs généralement, ou pour le nombre de casques plutôt à équiper. Après, pour nos solutions sur mesure, vous en avez la pleine propriété, c'est-à-dire qu'une fois que c'est réalisé, vous avez les sources, c'est votre produit, vous en faites ce que vous voulez. Pour des apprenants portant des lunettes, est-ce compatible? Très bonne question, parce que moi je porte des lunettes. Et alors, il y a des casques, l'HTC Vive par exemple, il me semble l'Oculus Go. Alors après, ça va dépendre des montures, de ce que je vous dis, hein. Mais il y a des casques pour lesquels les lunettes peuvent être conservées en fait, et on met le casque par-dessus, ça ne pose aucun problème. Par contre, ce qu'on rencontre aussi, c'est le fait que, étant donné que vous rapprochez vraiment l'écran et que vous avez quand même des lentilles entre l'écran et puis votre œil, même quelqu'un qui a besoin de correction, comme moi par exemple, si j'enlève mes lunettes et que je mets un casque, vous avez quand même des petits dispositifs de correction de la dioptrie, vous pouvez ajuster l'écartement des lentilles, etc. Et même quelqu'un qui a des problèmes de vision peut enlever ses lunettes pour utiliser les casques de VR, les problèmes se réduisent. Alors, voilà, les personnes qui ont des grosses, vraiment des grosses corrections, ça peut peut-être les gêner. Les personnes qui ont des montures trop importantes, ça passera pas dessous, mais dans l'absolu, c'est pas un truc bloquant. Si on ne peut pas faire la conception, est-ce que vous vous en chargez? Alors oui, c'est vrai que je vous ai dit que vous nous accompagnez pour la conception. Maintenant, comment je peux formuler ça? En gros, l'engagement que va représenter chez vous un de nos modules va être égal à l'engagement que vous souhaitez donner. C'est-à-dire si vous n'avez pas de temps à nous consacrer, que vous nous passez des informations et que vous souhaitez nous laisser en toute autonomie faire la conception, c'est envisageable. Voilà, vraiment, on va s'adapter à vos besoins. Si vous avez besoin de participer, si vous souhaitez y participer, vous pouvez y participer, venir nous voir toutes les semaines si vous voulez. Maintenant, si vous souhaitez nous confier l'intégralité de la conception, il n'y a aucun problème, on le réalise aussi. On a toute une phase on a l'habitude, en fait, si vous voulez, de par notre expérience, de par notre historique, de prendre en main des sujets complexes qu'on ne connaît pas forcément pour vraiment les accaparer, les digérer et les retransmettre avec la petite touche pédagogique qui fait notre savoir-faire. C'est la même chose pour ces produits-là. Pouvez-vous nous redonner les dates des petits déjeuners, car vous n'avez pas eu le temps de les noter? Bien sûr, je remets les dates. Oui, de toute façon, je vais vous envoyer les documents. Alors attendez, je sors de là. Je vais vous envoyer les documents. Comme ça, vous les avez maintenant. Donc le catalogue et ça. Je vais les envoyer un par un. Sont à disposition. Je crois que les petits déj sont présents dedans également. La présentation. Voilà, c'est en train d'arriver. Je vous enverrai l'autre. Je vous enverrai l'autre dessus tout de suite après. Donc je reviens aux questions. Est-il possible de faire le gameplay linéaire sur PC si la personne ne sent pas bien en réalité virtuelle? Oui, effectivement, c'est une excellente question. D'ailleurs, c'est une solution qui a été adoptée pour les produits que je vous ai présentés pour la SNCF. Alors, c'est pas un gameplay linéaire, mais c'est faisable. Pour la SNCF, donc vous avez le produit atteinte aux personnes que je vous ai celui-là que je vous ai présenté. Vous voyez, il a été réalisé donc pour casque de réalité virtuelle pour être utilisé donc lors du train de la sécurité. Mais on avait prévu un backup, c'est-à-dire on avait prévu le fait que ces modules puissent tourner sur un PC qui était installé à côté pour les personnes qui étaient vraiment pas à l'aise ou qui voulaient pas, parce que des fois il y a des gens qui veulent pas. Et donc c'est tout à fait possible et c'est pas destiné uniquement au gameplay linéaire, c'est-à-dire tous nos gameplays on peut les adapter pour qu'ils soient fonctionnels
sur PC en parallèle. C'est le cas aussi, comme je vous l'ai dit, pour Vinci. Si on a des scénarios déjà faits, est-ce que ça allège le devis? Forcément, si vous avez déjà conçu les scénarios, que vous avez avancé la phase de conception, ça va alléger le devis, puisque les devis qu'on réalise sont vraiment faits aux jours hommes qui vont être travaillés dessus et qui sont estimés. Si vous arrivez avec un scénario qui est constitué à 50%, vous avez 50% de conception en moins à payer. C'est évident. Est-ce que vous proposez des espèces d'abonnements, des espèces d'abonnements ou autres? Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Maintenant, notre offre évolue tout le temps. Je pense que par abonnement, vous envisagez peut-être de parler un abonnement à tous nos services sur étagère et puis vous y accédez un petit peu comme un Netflix de la VR. Pour l'instant, c'est pas prévu, mais c'est peut-être quelque chose qu'on peut envisager. Dans l'absolu, pour l'instant, c'est vraiment vous avez le catalogue, vous choisissez les produits et en fonction du nombre d'utilisateurs, etc., c'est déployé. Voilà. J'espère que j'ai répondu correctement. Limitez-vous la durée des jeux? Alors, lors de la phase de conception, selon le type de jeu, donc ça c'est pour en revenir vraiment au risque de motion sickness, on essaie d'orienter le scénario, la conception, etc., de façon à ce qu'une session ne dépasse pas la vingtaine de minutes, qui est déjà beaucoup. Parce que vous pointez du doigt quelque chose qui est intéressant, c'est que autant un e-learning, c'est facile de dire ce e-learning, il est fait en 10 minutes, il est fait en 15 minutes, il est fait en une demi-heure. C'est facile de le timer. Le problème, c'est qu'un serious game, c'est quelque chose d'analogique. Et vous allez avoir pour le même scénario une personne qui va vous parcourir un module en 3 minutes et sur la même session, la personne suivante qui va mettre une demi-heure. Parce qu'elle va être plus attentive, parce qu'elle va regarder, parce qu'elle va vraiment une approche différente. Donc, on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas un delta trop important entre les deux typologies de personnes. Ensuite, pour le cas de SNCF, on avait effectivement un timer, en fait, parce que la session devait durer 2 minutes 30 ou 3 minutes, parce que c'est quelque chose qui était très rythmé. Et donc, si vous n'aviez pas trouvé tous les risques dans les 3 minutes, le jeu s'arrêtait, on vous disait désolé, vous avez trouvé que 10 risques, 15 risques sur les 20 qui étaient présents. Et on interrompt le jeu à cet endroit-là. Encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui est adapté en fonction de votre demande et de votre besoin. Je pense que c'était la même question. Donc oui, on les limite. C'est ce que je viens de dire. J'en profite pour glisser le catalogue également parce que je vois que le téléchargement est terminé. Ensuite, module recherche université. Alors, est-ce qu'on a... Bon, je pense que c'est une question, mais est-ce qu'on a déjà fait un module qui était ciblé sur le laboratoire? On a fait pas un module qui était ciblé dessus. Pour certains modules, on a traité d'une partie de la chimie sur un laboratoire, mais c'était un risque spécifique. On ne peut pas dire que le module est ciblé dessus. Maintenant, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait réaliser, il n'y a pas de souci. Est-il possible de récupérer une maquette BIM dans un serious game? Alors, je ne sais pas ce qu'est une maquette BIM, je suis désolé. J'imagine que c'est un format d'échange de fichiers. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut récupérer, je rephrase et puis vous me dites si je me trompe, mais est-ce qu'on peut récupérer une maquette qui est déjà réalisée, par exemple peut-être dans le bâtiment, comme si c'était un format AutoCAD? Est-ce qu'on peut l'importer dans un serious game pour faire tourner le jeu dessus? Alors, pas en l'état. C'est-à-dire que nos formats, si c'est bien ça la question, hein, pas en l'état, si c'est bien nos formats, en fait, sont créés vraiment spécifiquement dans des moteurs prévus pour le jeu. Par contre, le fait d'avoir une maquette ou d'avoir un modèle 3D déjà réalisé va nous permettre de redessiner dessus, d'avoir les bonnes cotes, d'avoir les bonnes dimensions et nous fait gagner un temps précieux quoi qu'il en soit. Récupérer des éléments en l'état, c'est rare et ça arrive, mais que dans un cas précis. Il faut que les formats d'échange
par exemple, c'est des fichiers FBX, si jamais on rentre dans la technique. C'est des fichiers qui ont été créés pour du jeu ou pour de la 3D avec des caractéristiques particulières. Voilà. Existe-t-il des modules linéaires standards en développement pour les risques métiers, par exemple? Je suis pas sûr de bien comprendre. Alors, si j'ai bien compris, bah oui, c'est la collection sur étagère que je vous ai présentée. C'est-à-dire qu'ils sont disponibles. Vous les verrez dans le catalogue et ils traitent des risques métiers spécifiques. Donc c'est ce qu'on appelait nous les thématiques, par exemple toute la partie électricité, consignation, etc. Ça fait partie de notre catalogue. Est-ce que tous les scénarios de jeux déjà créés sont ceux présents sur votre site internet? Alors a priori oui, le site internet est à jour, donc vous avez en effet, alors à peu près à jour, on essaie de le maintenir à jour, mais en ce moment on est justement en train de vraiment d'étoffer la collection, donc fiez-vous au catalogue, le catalogue est à jour, ça c'est sûr, et vous avez dedans tous les scénarios présents, restez attentifs parce que vraiment en ce moment la demande est vraiment grandissante et on essaie de couvrir un maximum de domaines, donc on est vraiment en production constante à ce niveau-là. Alors, pensez-vous pouvoir modéliser un serious game dans le domaine agricole pour une formation prévue au deuxième semestre 2019? Alors, si c'est pour la fin du deuxième semestre 2019 et en fonction du type de formation, ça c'est envisageable sans souci. Maintenant, c'est dur de vous donner un chiffrage en termes de délai à partir de ça, parce qu'il faudrait vraiment définir bien en détail quel type de serious game. Si c'est juste une recherche de risque, il n'y a aucun souci. Si c'est quelque chose de plus complexe avec un simulateur de matériel, si c'est quelque chose de plus conséquent, c'est à évaluer. Mais en tout cas, deuxième semestre 2019, si c'est le début du deuxième semestre 2019, ça fait court. Si c'est fin du deuxième semestre 2019, c'est envisageable. Travaillez-vous sur le behavior-based safety? Alors, moi, ça ne me parle pas. Donc, si vous avez plus de détails ou plus d'explications là-dessus, alors après, c'est possible que toutes les terminologies m'échappent parce qu'on passe vraiment d'un domaine à l'autre. Donc, je veux bien quelques précisions sur cette question. Est-ce que vous proposez des produits concernant la réalité augmentée? Pour l'instant, on n'en propose pas. Pourquoi on n'en propose pas? Alors, on s'y intéresse. On fait de la veille plutôt active là-dessus. Mais c'est la réalité augmentée et la réalité virtuelle, ce sont deux domaines qui évoluent à une vitesse qui est déstabilisante même pour nous, qui sommes vraiment technophiles et bercés là-dedans. Vous voyez, il y a des casques qui sortent tous les 2 mois, tous les 3 mois, il y a des nouveaux casques. Les logiciels que nous utilisons pour développer tous ces produits évoluent aussi très vite avec des nouvelles fonctionnalités, avec des nouvelles choses. Et en gros, on doit réapprendre notre métier continuellement. Et au vu de l'essor de la réalité virtuelle au sein de la formation, pour l'instant, on se focalise là-dessus pour pas diluer nos compétences ni notre énergie dessus. Mais c'est quelque chose qu'on a vraiment en tête, sur lesquels on travaille en temps masqué, qu'on travaille en parallèle, mais pour lesquels on est pour l'instant moins engagé. C'est quelque chose qui va arriver, je pense, parce que de toute façon, comme je vous l'ai dit au début, c'est quelque chose de complémentaire. On a déjà des idées, on a déjà des concepts. Il ne reste plus qu'à les développer. En tant que formateur en QSE, peut-on combiner différents environnements industriels, tertiaires dans un même produit? Tout à fait. C'est ce que j'ai dû répondre du coup à la question, mais c'est ce que nous avons fait, par exemple, dans différents environnements. Par exemple, dans le Serious Game SNCF concernant le plan de prévention. Donc, je vous ai parlé vraiment de la partie plan de prévention, avec visite de site. Il faut savoir qu'en amont de ça, vous avez aussi une visite d'un bureau qui permet aussi de faire le plan de prévention dans une partie tertiaire. Donc oui, c'est complètement faisable. Soit on peut scénariser en fait ce passage d'un environnement ou d'un milieu à un autre, soit on peut tout simplement au sein du menu au début du jeu choisir notre environnement. C'est ce qu'on a fait pour Schindler par exemple. Pour Schindler, pour les ascenseurs, on avait
une recherche de risque, enfin des recherches de risque, qui étaient destinées à un environnement, alors on restait quand même sur du bâtiment, mais environnement ascenseur neuf, environnement ascenseur rénové, environnement centre commercial, par exemple. Un jeu sur les réactions à une alarme confinement, attentat notamment, a-t-il déjà été abordé? Oui, il a déjà été abordé. Alors, ça a été valable pour l'attentat, ça a été valable pour l'incendie, on y travaille. Il y a des choses qui sont en discussion et en cours avec des clients. Et effectivement, c'est quelque chose qui peut être très intéressant parce que la VR va nous permettre, plus que n'importe quel autre média, d'injecter un petit peu la notion de stress. Parce que c'est facile quand vous êtes assis derrière un bureau ou en salle de formation de dire si vous avez un attentat, il faut agir comme ça, et puis c'est quelque chose qui rentre. Maintenant, si on arrive à vous mettre un petit peu en situation stressante, même si c'est que du virtuel, je pense que ce sera productif. Donc oui, c'est des sujets sur lesquels on travaille et qui méritent en fait d'être traités en VR. Bonne journée, Séverine. Et l'application de la science au changement de comportement, aux problèmes de sécurité. Alors, on est en train de travailler, comme je vous l'ai dit, pour de la santé. Et là, le sujet que vous abordez, ça va pas mal se jouer au niveau du feedback en fait, et côté formateur, je pense, de ces utilisations. En gros, là, je vous ai parlé vraiment du serious game côté apprenant. Faut savoir que tous nos modules permettent aussi d'avoir un suivi, d'avoir une traçabilité de ce qui se passe et de pouvoir faire des stats, de pouvoir analyser le comportement de l'apprenant. Et à mon avis, il y a effectivement un monde aussi qui s'ouvre de ce côté-là pour analyser le comportement de l'apprenant tout au long de ces modules de formation, en analysant tout un tas de choses, que ce soit spatial au sein de l'environnement, mais peut-être aussi corporel, avec pourquoi pas une mesure de tension, une mesure de pouls, une mesure pour connaître son anxiété, etc. Encore une fois, on a commencé à se renseigner sur le sujet. Le problème, c'est que là, vraiment, on est obligé de se rapprocher de labos de formation. Là, on parle vraiment de la cognitif, hein, du cognitif. On rentre vraiment, on va dire, dans le détail, mais c'est quelque chose, je pense, qui est très intéressant à fouiller et pour lesquels vraiment on se documente beaucoup. Merci. C'est un moyen pour changer la culture prévention d'une organisation. Après, c'est intéressant justement que vous parliez donc de ça, puisque nous pouvons nous adapter aussi à votre attente à ce niveau-là. C'est-à-dire que si on prend contact, que vous nous expliquez vos besoins et surtout votre idée de traitement, parce que si vous me posez cette question, c'est que peut-être vous avez déjà des idées de traitement. C'est quelque chose qui peut être intéressant d'aborder ensemble. Donc n'hésitez pas à nous contacter et on se fera un plaisir d'en discuter. Parce que on apprend aussi beaucoup de nos clients et de vos situations, parce qu'on crée des produits, on est au contact en fait de nos clients, etc. Mais on vous apprendra jamais votre métier. Et donc vous êtes les meilleures sources d'informations qu'on peut obtenir à ce sujet-là. Bon, alors j'ai fini, j'ai fait le tour des questions. Je vous remercie, j'ai largement dépassé le délai. Je vous remercie en tout cas de votre attention. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'autres informations. N'hésitez pas à venir nous rendre visite donc à ces petits déjeuners et au plaisir de vous revoir peut-être dans le cadre d'autres webinaires. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.